Chapitre 10. Pauvre Billy. Je me sentis si faible que je restai à genoux, pliant de saisi de nausée. Je vomis et vomis encore jusqu'à ce qu'il ne me remonte plus dans ma bouche qu'une bile âcre. Puis je me relevai, la gorge brûlante et l'estomac retourné. Il fallut encore un bon moment pour que mon souffle se ralentisse et que mon corps cesse de trembler. Je n'avais qu'une envie, retourner à la maison de l'épouvanteur. J'en avais assez fait pour cette nuit, me semblait-il. Mais je n'en avais pas le droit. L'enfant enlevé était à la ferme de Lizzie, mon instinct me le disait. Il était prisonnier d'une sorcière prête à le tuer. Je devais me rendre au père de Lizzie l'osseuse. Une tempête montait à l'ouest. Une sombre masse de nuages tourmentés avalait peu à peu les étoiles. Il ne tarderait pas à pleuvoir. Heureusement, lorsque je pris le chemin menant chez Lizzie, la lune brillait encore, ronde, énorme. Jamais je n'avais vu de pleine lune aussi grosse. Mon ombre s'allongeait devant moi. Je la regardais croître et plus j'approchais de mon but, plus elle me paraissait démesurée. J'avais rabattu mon capuchon et je serrais le bâton de l'épouvanteur de ma main gauche. Du coup, l'ombre ne semblait pas être vraiment la mienne. Elle me précéda ainsi jusqu'à ce qu'elle s'étende sur la maison de Lizzie l'osseuse. Je jetai un regard en arrière, m'attendant presque à découvrir mon maître derrière moi. Il n'était pas là, bien sûr. Ce n'était qu'une illusion. J'avançai donc, franchis le portail menant dans la cour et m'arrêtai sur le seuil de la maison pour réfléchir. Et si j'arrivais trop tard et que l'enfant soit déjà mort? Et si Lizzie n'était pour rien dans cette disparition? Et si je me mettais en danger pour rien? Alors que mon esprit se posait toutes ces questions, mon corps, lui, comme au bord de la rivière, savait ce qu'il devait faire. Avant que j'aie pu l'en empêcher, ma main gauche se leva et frappa 3 coups avec le bâton. Il y eut un long moment de silence, puis un bruit de pas qui se rapprochait. Un ray de lumière glissa sous la porte. Le battant tourna lentement et je reculai. À mon grand soulagement, je vis apparaître Alice. Elle tenait une lanterne à la hauteur de sa tête, si bien qu'une moitié de son visage était éclairée tandis que l'autre restait dans l'ombre. D'une voix pleine de colère, elle demanda « Qu'est-ce que tu veux ?»« Tu le sais très bien, » répliquai-je. « Je veux l'enfant que vous avez enlevé. »« Ne sois pas stupide, » siffla-t-elle. « Fiche le camp avant qu'il soit trop tard. Ils sont partis à la rencontre de Mère Malkine. Ils peuvent revenir d'une minute à l'autre. » À cet instant, des pleurs s'élevèrent quelque part dans la maison. Bousculant Alice, j'entrai. Une unique chandelle, bizarrement faite de cire noire, éclairait d'une flamme tremblante l'étroit corridor. Je m'en emparai et me laissai guider par les plaintes. Je poussai une porte et découvris une pièce vide, sans le moindre mobilier. Le gamin était couché sur le plancher, au milieu d'un fouillis de paille et de chiffon. Posant mon bâton contre le mur, je m'approchai, me penchai vers lui et demandai avec mon sourire le plus engageant. « Comment t'appelles-tu » Il cessa de pleurer et me dévisagea les yeux écarquillés. « N'aie pas peur, dis-je d'une voix aussi rassurante que possible. Je vais te ramener chez ta maman. » Je posai le chandelier sur le sol et pris le petit dans mes bras. Il était glacé, mouillé et sentait aussi mauvais que son grabat. Je l'enveloppai de mon mieux dans les plis de ma cape. Alors il murmura « Je suis Tommy. »« Eh bien, Tommy, nous avons le même prénom tous les deux. Moi aussi, je m'appelle Tommy. Tu n'as plus rien à craindre maintenant. Je te ramène chez toi. » Tout en parlant, je repris mon bâton au passage, remontai le couloir et franchis la porte. Alice m'attendait près du portail. Elle n'avait plus sa lanterne. La lumière de la lune projeta mon ombre sur la grange, une ombre immense, 10 fois plus haute que moi. Je marchai droit vers la grille, mais Alice me barra le chemin. « Ne te mêle pas de ça !» gronda-t-elle menaçante. Et je vis luire ses dents pointues. « Ce ne sont pas tes affaires !» Je n'étais pas d'humeur à perdre mon temps en palabres. Je continuai d'avancer, et elle n'essaya pas de m'arrêter. Elle s'écarta et lança dans mon dos. « Tu es complètement fou! Laisse ce gosse si tu tiens ta peau! Ils vont te poursuivre, tu ne leur échapperas pas !» Je ne me donnais pas la peine de répondre. Sans un regard en arrière, je franchis le portail et repartis sur le chemin de la colline. La pluie se mit à tomber, froide, serrée. Elle me cinglait le visage. Mon père l'aurait qualifiée de pluie qui mouille.
Toutes les plumes, oui, évidemment, mais certaines semblent plus déterminées que d'autres à vous tremper comme une soupe. C'était le cas de celle-ci, et je me hâtais vers la demeure de l'épouvanteur. Je n'étais pas certain d'y être en sécurité malgré tout. Si par malheur mon maître était mort, le gobelin jouerait-il encore son rôle de gardien de la maison et des jardins? J'eus bientôt un autre motif d'inquiétude. J'avais l'impression d'être suivi. Je m'immobilisai et tendis l'oreille. Je n'entendis que le hurlement du vent et le bruit de la pluie, qui martelait les feuillages et tambourinait sur le sol. La nuit était complètement noire maintenant, je ne distinguais rien. Je repris donc ma course, allongeant ma foulée, espérant que je me dirigeais du bon côté. Je fus soudain arrêté par une haie d'aubépines, et je dus faire un long détour avant de trouver un passage. Je sentais le danger se rapprocher. Presque au sommet de la colline, juste après avoir pénétré dans un petit bois, j'eus la certitude d'une présence. Je m'arrêtai un instant pour reprendre haleine. L'averse s'était calmée et je me retournai pour scruter l'obscurité des arbres derrière moi. J'entendis un craquement de branches brisées. On était sur mes talons, et on se souciait peu de savoir où on posait les pieds. Parvenu en haut de la pente, je jetai de nouveau un coup d'œil en arrière. Un éclair illumina alors le paysage, révélant deux silhouettes qui émergeaient d'entre les arbres et montaient vers moi. L'une était celle d'une femme, l'autre avait la haute taille et la large carrure d'un homme. Le tonnerre gronda et Tommy enfouit son visage dans mon cou. « J'aime pas l'orage! J'aime pas l'orage !»« L'orage ne peut pas te faire de mal, affirmai-je, sachant pertinemment que ce n'était pas vrai. Moi non plus, je n'aimais pas l'orage. Un de mes oncles avait été frappé par la foudre, en rassemblant son troupeau. Il était mort sur le coup. Ce n'était pas prudent de rester dehors par une pareille tempête. Mais si les éclairs me terrifiaient, ils avaient un avantage. Leur lueur blême éclairait ma route par intermittence et me montrait la direction de la maison. J'ahanais de peur et de fatigue mêlée, tout en forçant l'allure. J'espérais que nous serions en sécurité dans le jardin de l'épouvanteur. Personne ne pouvait pénétrer sur son domaine sans y être invité, c'était notre seule chance. Si nous y parvenions à temps, le gobelin nous protégerait. J'arrivai en vue du banc où mon maître et moi nous étions assis tant de fois pour nos leçons. Un peu plus bas, le jardin m'attendait. C'est alors que je glissai sur l'herbe mouillée. La chute ne fut pas trop brutale, mais Tommy se remit à pleurer. Comme je me relevais, j'entendis un bruit de course derrière moi, des pieds martelant lourdement sur le sol. Le souffle court, je me retournai, je n'aurais pas dû. Le fils de Mère Malkin précédait Lizzie de 5 ou 6 pas et gagnait rapidement du terrain. Lorsqu'un éclair illumina son visage, je crus voir des défenses des deux côtés de sa bouche. Tout en courant, il balançait la tête de droite et de gauche. La description des cadavres de femmes que j'avais lus dans la bibliothèque de l'épouvanteur me revint en mémoire. Si Tusk m'attrapait, je finirais comme elle, les côtes broyées. Un instant, la terreur me cloua sur place. Le monstre poussa un mugissement de taureau, et cela me remit en mouvement. J'aurais foncé si j'avais pu. Seulement je portais Tommy, j'étais lasse. Mes jambes lourdes remuaient au ralenti, les poumons me brûlaient. Je m'attendais à chaque seconde à ce qu'une poigne s'abatte sur moi par derrière. Je dépassai pourtant le banc, et me retrouvai enfin sous les premiers arbres du jardin. Y étais-je réellement en sécurité ? Si ce n'était pas le cas, nous étions perdus, tous les deux, car je ne courrais jamais assez vite pour atteindre la maison avant que Tusk me rattrape. Je fis encore quelques pas en titubant et m'arrêtai hors d'haleine. Quelque chose alors se faufila entre mes jambes. Je ne voyais rien, il faisait trop noir. Je sentis juste une légère pression contre mon mollet, tandis qu'un fort ronronnement faisait vibrer le sol sous mes pieds. Puis cela s'éloigna pour se placer entre moi et la lisière des arbres, entre moi et mes poursuivants. Je ne percevais plus aucun bruit de pas, maintenant. En revanche, j'entendis autre chose. C'était le feulement furieux d'un matou en 100 fois plus puissant, un mélange de grondements sourds et de cris aigus qui devaient résonner à des milles de distance, le cri le plus menaçant, le plus terrifiant qu'on puisse imaginer. Je compris pourquoi les gens du village ne se risquaient jamais jusqu'à la maison de l'épouvanteur. Ce cri portait la mort. Il disait « Franchis cette ligne
et je t'arrache le cœur. Franchis cette ligne et je te saigne, je te ronge les os et je te suce la moelle. Franchis cette ligne et tu regretteras d'être né. Nous étions sauvés. Lizzie l'osseuse et l'horrible Tusk devaient être en train de dévaler la colline à toutes jambes. Eux-mêmes n'étaient pas assez fous pour affronter le gobelin de l'épouvanteur. Rien d'étonnant qu'il m'ait chargé d'apporter les gâteaux sanglants à Mère Malkine. Nous fûmes accueillis à la cuisine par une soupe fumante et un feu crépitant. J'enveloppais le petit Tommy dans une bonne couverture et lui fis manger un peu de potage. Puis j'allai chercher quelques oreillers et lui improvisai un lit près de la cheminée. Il dormit comme une souche, tandis que je restais à écouter le vent qui hurlait au dehors et la pluie qui battait les carreaux. La nuit me parut longue, mais j'étais au chaud et je me sentais en paix dans la demeure de mon maître, le seul endroit au monde où j'étais à l'abri du danger. Je savais que rien de malveillant n'oserait pénétrer dans le jardin, et encore moins franchir le seuil de la maison. Le lieu était mieux gardé qu'un château fort derrière ses douves et ses remparts. Je commençais à considérer le gobelin comme un ami, et de surcroît, un ami puissant. À la fin de la matinée, j'amenai Tommy au village. Les hommes étaient de retour lorsque nous passâmes devant l'échoppe du boucher, et je vis l'expression abattue de celui-ci se changer en un large sourire. Je lui contai brièvement les derniers événements, sans donner plus de détails qu'il n'était nécessaire. Lorsque j'eus terminé, il retrouva sa mine soucieuse. « Il va falloir se débarrasser d'eux, une fois pour toutes, » grommela-t-il. Après que Tommy eut été rendu à sa mère et qu'elle m'eut remercié pour la 15e fois, une trentaine d'hommes armés de gourdins et de solides bâtons se rassemblèrent sur la place du village. Une rumeur de colère montait de leur groupe, où il était question de tuer à coups de pierre et de tout brûler. Je savais qu'ils avaient raison d'agir, mais je ne voulais pas participer aux représailles. Aussi ne m'attardai-je pas. Malgré tout ce qui était arrivé, je ne supportais pas l'idée qu'on puisse faire du mal à Alice. J'allais marcher 1 heure ou 2 dans les collines pour m'éclaircir les idées. Puis je revins lentement vers la maison de l'épouvanteur. J'avais l'intention de m'asseoir sur le banc un moment pour profiter du soleil, or, quelqu'un l'occupait déjà. C'était mon maître. Il s'en était sorti finalement. Jusque-là, j'avais évité de trop m'interroger sur ce que j'avais à faire. Combien de temps m'aurait-il fallu rester dans cette maison avant d'être sûr qu'il ne reviendrait pas? La question ne se posait plus, car il était là, les yeux fixés sur des volutes de fumée noire au loin, la ferme de Lizzie brûlée. En m'approchant, je remarquai un large hématome violacé meurtrissant sa tempe gauche. Il surprit mon regard et me sourit d'un air las. On se fait pas mal d'ennemis dans ce métier. Il faudrait parfois avoir un œil derrière la tête. Enfin, les choses ne vont pas si mal, puisque nous avons un adversaire de moins du côté de Pendle. Il tapota le banc à son côté. « Assieds-toi ! Qu'as-tu fait à mon absence? Je veux un récit complet de ce qui s'est passé ici. Commence par le commencement et finis par la fin sans rien omettre. » C'est ce que je suis. Je lui racontai tout. Quand j'eus terminé, il plongea ses yeux verts dans les miens. Je regrette de ne pas avoir appris le retour de Lizzie. Lorsque j'ai enfermé Mère Malkine dans le puits, Lizzie était partie en hâte, et je ne pensais pas qu'elle aurait le front de se montrer de nouveau dans le coin. Tu aurais dû me parler de ta rencontre avec la fille, ça aurait évité bien des ennuis. Je baissai la tête, incapable de soutenir son regard. « Quelle est la pire chose qui te soit arrivée ?» me demanda-t-il. Je me rappelais l'image de la sorcière cramponnée à ma cheville pour se sortir de l'eau. Je me rappelais son cri quand elle avait saisi l'extrémité du bâton. Je lui rapportai la scène, il soupira profondément. « Tu es sûr qu'elle est morte ?» Je haussai les épaules. Elle ne bougeait plus et son corps a été emporté par le courant. « Tu as vécu une rude épreuve, petit. Tu devras vivre avec ce souvenir jusqu'à ton dernier jour. Tu as été bien inspiré de choisir le plus court de mes bâtons. C'est ce qui t'a sauvé. Il est taillé dans une branche de sorbier, un bois particulièrement efficace contre les sorcières. En temps ordinaire, il n'aurait pas fait grand mal à une pernicieuse aussi ancienne et aussi redoutable.
Mais elle avait été affaiblie par le contact de l'eau courante. Tu as donc eu beaucoup de chance. Cela dit, tu t'es remarquablement comporté pour un nouvel apprenti. Tu as montré un vrai courage et tu as sauvé un enfant. Malheureusement, tu as commis 2 graves erreurs. Je pensais, à part moi, que j'en avais sûrement commis davantage. Toutefois, je n'avais pas l'intention de le contrarier sur ce point. La plus grave est d'avoir tué Mère Malkin, reprit l'épouvantaire. Il aurait fallu la ramener ici. Mère Malkin est si puissante qu'elle pourrait se libérer un jour de sa propre carcasse. C'est un fait rare qui se produit parfois. Son esprit renaîtra alors dans ce monde avec toute sa mémoire en s'emparant d'un autre corps. Et elle se mettrait à ta recherche afin de se venger. Ça lui prendrait des années, non ? Objectai-je. Ça arriverait plus vite que tu le penses. Ce phénomène est appelé possession, et c'est une sale affaire pour qui en est victime, crois-moi. Après cela, tu ne sauras jamais quand et où surgira le danger. La sorcière pourrait très bien posséder le corps d'une fille au sourire éblouissant, qui te ravirait le cœur avant de prendre ta vie. Elle pourrait aussi se servir de sa beauté pour plier un homme fort à sa volonté, un chevalier ou un juge, qui te jetterait dans un cul de basse-fosse où tu serais à sa merci. Le temps joue en sa faveur. Elle risque de t'attaquer quand je ne serai plus là pour t'aider, quand ta jeunesse sera révolue, quand ta vue baissera et que tes articulations se mettront à craquer. Après un silence, il poursuivit. Il existe un autre type de possession. Le plus probable dans ce cas, vois-tu, petit, garder ainsi une sorcière en vie au fond d'un puits n'est pas sans poser quelques problèmes, surtout quand il s'agit d'une pernicieuse qui a passé sa vie à pratiquer la magie du sang. Elle s'est certainement nourrie de vers et autres choses rampantes dans l'humidité où sa chair trempait constamment, et son corps a dû lentement se transformer. Or, elle a tant de pouvoir qu'elle serait bien capable de faire mouvoir ce corps mort pour devenir ce qu'on appelle une verme. C'est une vieille expression du comté que tu connais sans doute. Comme une chevelure parasitée par la vermine, son cadavre est maintenant parasité par son esprit répugnant. Tel un asticot, elle va chercher à ramper vers une victime choisie et à se faufiler par le plus petit orifice, une oreille, une narine, pour s'emparer d'un corps vivant. Il n'y a que 2 façons d'empêcher à tout jamais une sorcière de cet acabit de revenir. La première est de la brûler vive, mais on peut infliger pareil supplice à personne. La deuxième est trop horrible pour qu'on puisse seulement y songer. Peu de gens la connaissent, elle était pratiquée il y a des siècles dans un pays au-delà des mers. D'après de très anciens livres, si tu manges le cœur d'une sorcière, elle ne revient jamais, à condition de le manger cru. Il s'interrompit de nouveau, puis reprit. Si nous utilisions l'une ou l'autre de ces méthodes, nous ne vaudrions pas mieux que les créatures que nous voulons détruire, car l'une et l'autre sont barbares. Il ne reste donc que le puits, c'est cruel, certes, cependant nous devons protéger des innocents, qui seraient les prochaines victimes. Quoi qu'il en soit, mon garçon, la sorcière est maintenant en liberté. Cela nous promet bien du tracas et nous n'y pouvons pas grand-chose pour l'instant. Aussi, tenons-nous sur nos gardes. Ça ira, dis-je. Je m'en débrouillerai. Mon maître secoua tristement la tête. Apprends d'abord à te débrouiller avec un gobelin, voilà ta 2e erreur. Tout un dimanche, chaque semaine, c'est beaucoup trop généreux. Mais bon, et que proposes-tu pour ça ? Ajouta-t-il en désignant une mince colonne de fumée, encore visible vers le sud-est. Je haussai les épaules. Tout doit être terminé à l'heure qu'il est. Les hommes du village étaient fous furieux et je les ai entendus parler de lapidation. Terminé ? Ne crois pas cela, petit. Une sorcière comme Lizzie a plus de flair que le meilleur limier. Elle était sûrement loin, bien avant leur arrivée. Non, elle sera retournée à Pendle, où vivent beaucoup de ses semblables. On pourrait courir derrière elle, mais je suis en chemin depuis des jours. Je suis fatigué, j'ai mal partout. J'ai besoin de repos. Évidemment, il ne faut pas laisser Lizzie trop longtemps la bride sur le cou, ou elle recommencera ses méfaits. Je m'occuperai d'elle avant la fin de la semaine. Et tu viendras avec moi.
ce ne sera pas une partie de plaisir, autant te le dire tout de suite. Enfin, chaque chose en son temps, suis-moi. » Je le suivis, remarquant qu'il boitait légèrement et marchait moins vite que d'habitude. Quoi qu'il se soit passé à Pendle, il en avait payé le prix. Nous entrâmes dans la maison, et il me conduisit dans la bibliothèque jusqu'au dernier rayonnage, près de la fenêtre. « J'aime conserver mes livres dans ma bibliothèque, dit-il. Je préfère y ajouter des ouvrages plutôt qu'en retirer. Cependant, en raison des derniers événements, je vais faire une exception. » Il prit un volume sur la plus haute étagère et me le tendit. « Tiens, tu en auras plus besoin que moi. » Il n'était pas très gros, plus petit même que mon cahier de notes. Il avait, comme la plupart des livres de l'épouvanteur, une reliure de cuir. Le titre était imprimé sur la couverture et sur le dos. « Possession. Les damnés, les déséquilibrés, les désespérés. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demandai-je. « Lis-le, tu comprendras. » Lorsque je l'ouvris, je fus déçu. Il était rédigé en latin, une langue que je ne connaissais pas. « Étudie-le bien et garde-le sur toi constamment, » me recommanda mon maître. « C'est une somme définitive sur le sujet. » Il dut me voir froncer les sourcils parce qu'il sourit et pointa son doigt sur l'ouvrage. « Définitif signifie que c'est le meilleur livre écrit jusqu'à ce jour sur la possession. Mais le sujet est compliqué. Et ce texte a été composé par un jeune homme qui n'avait pas tout appris, loin de là. Ce n'est donc pas le dernier mot sur la question. Il y a encore beaucoup à découvrir. Regarde à la fin. » J'obtempérai et vis que les 10 dernières pages étaient blanches. Si tu découvres quelque chose de nouveau, note-le là. Chaque détail compte, et ne t'inquiète pas que ce soit écrit en latin. Je vais te donner ta première leçon après le déjeuner. Notre repas était préparé à la perfection. Comme j'avalais ma dernière bouchée, je sentis quelque chose bouger sous la table et se frotter à mes jambes. Puis, j'entendis de nouveau le ronronnement. Il résonna de plus en plus fort, jusqu'à faire vibrer la vaisselle dans le buffet. « Pas besoin de demander s'il est content, » grommela l'épouvanteur. « Un jour de congé par an aurait été suffisant. Enfin, le travail nous attend, et la vie continue. Va chercher ton calepin, petit. Nous avons un programme chargé aujourd'hui. » J'accompagnai donc mon maître au banc, débouchai l'encrier, y plongeai ma plume et me préparai à prendre des notes. « Après l'épreuve de la maison hantée, dit l'épouvanteur en faisant les 100 pas, j'introduis d'ordinaire mes apprentis dans le métier le plus doucement possible. Toi qui as affronté une sorcière, tu sais déjà combien notre tâche est difficile et dangereuse. Es-tu prêt à entendre ce qui est arrivé à mon dernier apprenti? C'est en relation avec les gobelins. Ouvre ton cahier à une page neuve et écris ceci pour commencer. » J'écrivis sous sa dictée comment entraver un gobelin. Puis, tandis qu'il entamait son récit, je notais au fur et à mesure en tâchant de ne pas perdre le rythme. L'épouvanteur appelait l'ensemble des étapes l'arrangement. Il fallait d'abord creuser une fosse, le plus près possible des racines d'un arbre en plein épanouissement. Après avoir subi tous les exercices imposés par mon maître, je ne fus pas étonné d'apprendre qu'un épouvanteur creuse rarement la fosse lui-même. Il ne le fait qu'en cas d'extrême urgence. Habituellement, il engage un terrassier et un maçon qui découpent une dalle épaisse pour recouvrir la fosse comme une pierre tombale. C'est un travail de précision, car il est essentiel que la dalle scelle parfaitement la fosse. Une fois la face interne de la dalle et les parois de la fosse badigeonnées avec une mixture de sel, de l'émail de fer et de colle, il faut attirer le gobelin à l'intérieur. Ce n'est pas très compliqué, du sang, du lait, un mélange des deux font l'affaire. Le plus délicat est de placer la dalle dans la bonne position pendant qu'il mange. Le succès dépend de la qualité de vos aides. Le mieux est d'avoir à ses côtés le maçon et 2 terrassiers équipés de chaînes, qu'ils font coulisser sur un portique de bois. Les chaînes permettent d'abaisser la dalle de pierre rapidement et avec précision. C'est là que Billy avait commis une erreur grave. La chose était arrivée au cours du dernier hiver. En l'absence de l'épouvanteur, le temps était exécrable et Billy avait hâte de regagner son lit bien chaud. Alors, il avait fait au plus vite. Il avait embauché des paysans du coin qui n'avaient aucune expérience dans ce genre de travail. Quant au maçon, il était parti souper en promettant de revenir 1 heure plus tard. Billy n'eut pas la patience de l'attendre. Il attira le gobelin dans la fosse sans trop de mal.
Abaisser la dalle fut plus ardu. Il pleuvait à verse, la pierre était glissante, la main gauche de Billy se trouva coincée sous le rebord. Les chaînes s'en mêlèrent, et les deux hommes ne purent soulever la dalle. Pendant que l'un d'eux courait chercher le maçon, le gobelin, furieux de se voir enfermé, s'attaqua aux doigts de Billy. Or, c'était un gobelin d'une espèce particulièrement dangereuse. On les appelle les éventreurs. Ils trouvent habituellement leur nourriture parmi les troupeaux. Par malchance, celui-là avait un goût affirmé pour le sang humain. Le temps qu'on réussisse à soulever la dalle, une demi-heure s'était écoulée, et il était trop tard. Le gobelin avait dévoré les doigts de Billy jusqu'à la 3e phalange et aspiré son sang. Ses cris de douleur s'étaient mués en faibles plaintes. Et quand on avait enfin libéré sa main, il n'en restait que le pouce. Il mourut peu de temps après, tant des suites du traumatisme que de la perte de sang. Après m'avoir raconté tout cela, l'épouvanteur soupira. Ce furent de bien tristes moments. Il a été enterré sous une haie à l'extérieur du cimetière de Layton. Les gens de notre profession n'ont pas le droit de reposer en terre bénie. Cela s'est passé il y a 1 an. Et si Billy avait survécu, tu ne serais pas là à m'écouter, car il serait toujours mon apprenti. Pauvre Billy. C'était un bon garçon et il ne méritait pas pareil châtiment. Ce travail est dangereux, vois-tu. Et quand on ne le fait pas comme il faut... Il me regarda d'un air sombre, puis haussa les épaules. Que cela te serve de leçon, petit. Nos qualités premières sont le courage et la persévérance, et surtout, nous ne nous hâtons jamais. Nous utilisons notre cervelle, nous sommes calmes et méthodiques, et nous faisons ce qui doit être fait. Habituellement, je ne laisse jamais un apprenti se débrouiller seul avant la fin de sa première année d'entraînement, à moins, bien sûr, il eut un léger sourire, qu'il ne prenne les choses en main de sa propre initiative. Voilà. Maintenant, je vais te donner ta première leçon de latin.